voter ER dans le silence des passions. Cette causerie prend la suite de celle que j'ai donnée samedi à Bordeaux dans le forum anti-Le Pen de Bordeaux. À Bordeaux, j'ai commencé par dire « Vous habitez la plus belle contrée du pays ». À Strasbourg, je ne peux pas le répéter. Je dirais, de façon vérace, vous habitez la contrée la mieux ordonnée du pays. C'est sensible dès l'arrivée à la gare. Et pour moi, l'ordre des choses, se déplacer dans un monde où les choses sont rangées, c'est le repos de l'âme, si je puis dire. D'ailleurs, ma mère, quand elle était énervée, elle rangeait. Et l'ordre des choses bien rangées est pour moi comme une allusion à l'ordre des idées, à l'ordre des concepts, à un ordre symbolique stable, ayant réponse à tout, qui est pour moi comme une image du paradis. Donc disons que Bordeaux, c'est un paradis hédoniste. D'ailleurs, Sud-Ouest portait sur sa couverture, le journal de l'endroit portait sur sa couverture le jour où je suis arrivé, la Gironde est la région de France où il y a le plus d'arrêts de travail. Bordeaux est un paradis hédoniste, c'est le paradis du plaisir. Et Strasbourg, c'est le paradis de la pensée. Après ce compliment, qui sont destinés à me gagner votre bienveillance, je dirais tout naturellement que la politique, c'est le contraire du paradis. D'abord parce qu'au paradis, tous les emplois sont fictifs. Les listes des champs qui ne filent ni ne tissent ont des emplois fictifs. Et au paradis, on le suppose, il y a plusieurs théories, règne la bonne entente et le bonheur est supposé être atteint. En revanche, la politique peut être définie ce soir comme une dispute entre les êtres parlants, les par-l'être, comme dit Lacan, comme abrège Lacan, une dispute entre les par-l'être sur la voie qui convient le mieux pour atteindre le bonheur. Il y a une grande affinité entre la politique et la question du bonheur, et c'est pourquoi la politique intéresse tout le monde. On se désintéresse de la politique quand elle apparaît disjointe de la question du bonheur, quand elle apparaît impuissante à la résoudre. Parce qu'en effet, la politique, c'est aussi une discussion sur la meilleure répartition de la puissance. Alors pourquoi le silence des passions ? Je dirais que c'est un souvenir de classe que j'ai, un souvenir d'avoir lu ça dans Jean-Jacques Rousseau, et que Jean-Jacques Rousseau donnait une grande importance au silence des passions. Et pour l'instant, je relis le contrat social, je relis les discours de Rousseau, je n'ai pas encore retrouvé exactement l'endroit où il parle du silence des passions. Pourquoi le silence des passions ? Parce que les passions sont bruyantes. Elles occupent et elles animent le champ de la politique. C'est ce qui fait que la politique a été volontiers censurée par les philosophes et les théologiens comme étant du champ des passions.
donc un philosophe aspirant à la sagesse n'avait rien à faire dans le champ de la politique. Que faire de la politique, c'était distraire le temps qui devait être consacré au sacré, précisément. Et donc, d'une certaine façon, quand nous votons aujourd'hui, que nous entrons dans l'isoloir, l'isoloir, c'est une petite machine très simple qui est destinée à nous obtenir le silence des passions. Et d'ailleurs, le plus souvent, l'acte de vote est entouré d'une période préliminaire où on demande que tout le monde retrouve son calme. On n'a pas le droit de tenir des réunions le samedi, si je me trompe, on n'a pas le droit de diffuser des textes politiques le samedi. L'État, on organise quelque chose comme le silence des passions. On dit en anglais the cooling off period, une période pour se tempérer, se poser. Donc c'est important, cette idée de silence des passions en rapport avec le vote. Le plus souvent, il faut reconnaître que les passions qu'on censure, ce sont les passions populaires. On censure les passions qui portent à l'émeute, qui portent à l'insurrection, qui portent à la destruction, en oubliant parfois que nous devons notre République à ces passions-là. Il est difficile de trancher dans l'absolu, n'est-ce pas? Je sens bien quand je lis les propos de mon ami Bernard-Henri Lévy, que pour lui, sa méfiance des passions populaires tient à ce que derrière toute émeute, il voit un pogrom. Moi, derrière toute émeute, je vois plutôt Camille Desmoulins entraînant le peuple du Palais Royal jusqu'à la place de la Bastille. Bon, qui a raison, ça n'est pas une affaire de raison, c'est une affaire de schéma imaginaire. Mais redisons, pour ne pas trancher ce débat, que ceux qui savent, les cognoscenti, ont toujours voulu introduire de la rationalité dans la politique. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il ne demeure pas toujours un quantum de passion qui est inéliminable de la politique, et un élément qui ne peut pas être rationalisé dans la politique. En tout cas, il y a un débat à examiner entre la raison et les passions, ces deux termes étant ici antonymes. Alors aujourd'hui, nous avons eu par exemple une nouvelle, et je vous dis des choses un peu générales, parce que j'ai été formé quand même comme professeur de philosophie, c'est pas parce que j'exerce la psychanalyse maintenant depuis longtemps que on est marqué par sa formation. Aujourd'hui, nous avons eu une nouvelle édition du conflit de la raison et des passions dans la polémique du vote utile. Que vous avez suivi, peut-être. Le vote utile a été blâmé comme étant un vote par calcul. Et qu'à l'opposé du vote par calcul, on a célébré le vote non adultéré par le calcul. Le vote sauvage, en quelque sorte. Le vote tripal. Le vote spontané, pur. Le vote par conviction. Et, de fait, j'ai vu s'exprimer des gens très attachés à voter selon leurs convictions. La conviction étant censée témoigner de la sincérité, de l'authenticité d'une démarche qui aurait été faussée par le calcul utilitariste. Bien. Au fond, c'était admettre que le vote par conviction, pour ces laudateurs, est un vote qui ne se préoccupe pas des conséquences pratiques, effectives, wirklich, de l'acte. Moi, j'ai toujours pensé que ce qu'on apprenait avec la psychanalyse, c'était le contraire, qu'il fallait toujours se préoccuper d'abord, non pas des intentions, mais des conséquences dans la Wirklichkeit de l'acte. Et que ça, c'était pas seulement la leçon de Hegel, c'était la leçon de Freud. Que les intentions, justement, on se trompe sur ses propres intentions. Ce qui ne trompe pas, c'est le résultat de l'intention. C'est pour ça qu'on peut parler d'acte manqué. L'acte manqué, c'est précisément l'acte
qui répond à une certaine intention, mais la vérité de l'intention se révèle dans l'effectivité de ce qui a été fait. Donc, j'ai lu des personnes qui attachaient beaucoup d'importance à voter selon leur cœur, selon leur passion, selon leurs rêves, selon la confiance qu'ils mettaient dans telle ou telle personne. J'admire comment des personnes qui ne sont pas nées de la veille continuent de mettre leur confiance dans des hommes politiques, enfin, dans des personnalités. Du point de vue, qu'est-ce que peut dire un analyste? Enfin, il n'y a pas de généralité. La majorité des analystes sont sous la table actuellement. Surtout que de ne pas se montrer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que moi je peux dire? J'ai le sentiment que ces votes qu'on prône, ce sont des votes de transfert sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de transfert sauvage, je l'ai vu. On ne laissera pas ça dans le compte-rendu, je l'ai vu chez mon propre frère, pourtant psychanalyste, à un moment capté par Mélenchon, il s'est mis à aimer Mélenchon. Il s'est mis à me dire Mélenchon est formidable, Mélenchon habite dans un petit appartement modeste, plein de livres, Mélenchon n'a pas de permis de conduire, il n'a pas de garde du corps, et donc il prend le métro. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand votre frère tombe amoureux? Ça, c'est la parenthèse, parce que ça fait du bien de le dire. Mais nous entendons très bien par ça. Je me félicite des progrès de Mélenchon, etc. Je n'ai rien contre Mélenchon. Enfin, j'ai rien contre Mélenchon, sinon qu'il a ravi le cœur de mon petit frère. Alors, avançons. Alors, évidemment, par rapport à ça, le vote utile, c'est un vote par calcul. Ça apparaît comme un vote non de cœur, mais un vote de tête. Un vote spéculatif, anticipatif, puisqu'on spécule sur ce que les autres vont voter. Un vote donc pas sincère, dépassionné surtout. Alors le paradoxe, c'est que dans mon souvenir, là je ne peux pas vous donner de référence parce que je n'ai pas tellement le temps de lire, je le prends dans le train, etc. Je vais peut-être relire tout Rousseau, et mon ami Alain Gros-Richard, qui est le spécialiste, il est d'accord pour intervenir sur Rousseau, mais pour l'instant il a d'autres choses à faire, donc je cherche. Bon, Rousseau est le premier à dire qu'il faut dans le politique être dans le silence des passions, et lui était par excellence, comme disait le philosophe Éric Veil, le sujet révolté. Éric Veil décrit Rousseau comme le sujet révolté. Au fond, c'est ce qui nous donnera bien plus tard Albert Camus et l'homme révolté. Et il définit le sujet révolté comme Éric Veil comme le mal affranchi qui refuse les obligations du monde sans s'engager à refaire un autre monde. Donc c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un réformiste, c'est un révolté. Bon. Et chez Rousseau, ça s'accompagne d'un véritable éloge de l'ignorance. C'est-à-dire ceux qui savent, eux, ne veulent pas des passions, etc. Mais Rousseau, à contrario, a fait dans le premier discours sur les sciences et les arts un véritable éloge de l'ignorance, que je ne veux rien savoir. Et on le retrouve aujourd'hui dans le je ne veux rien savoir d'un certain nombre de personnes. On leur dit, mais si vous votez comme ça aura tel effet. Je n'en veux rien savoir, je vote selon mon cœur. Alors, j'ai relu un article très intéressant de Léo Strauss, vraiment saisissant, mais enfin qui explique que Rousseau était foncièrement contre les Lumières, dont il est pourtant une des gloires, dans la mesure où il considérait que les Lumières ruinaient la religion et que la société avait besoin pour tenir de la crainte de Dieu. Ce que dit également Machiavel pour les républiques libres. Il faut la crainte de Dieu. Donc il ne faut pas attaquer les religions. Si vous attaquez les religions, alors vous serez obligé d'inventer quelque chose d'autre pour faire peur, et ça sera le tyran. C'est fort, ça. Donc, cette idée, et au fond, ça retrouve, au fond, la conviction de Hobbes
que, constituant une société, il faut constituer un autre terrible qui fasse que les hommes cessent de s'agresser entre eux et qu'ils aient plus peur de cet autre terrible. Et Hobbes dit explicitement que ce qui fait tenir une société ensemble, c'est la peur de la mort violente. C'est pas des imaginaires, etc. C'est la peur de la mort violente. Il faut qu'on sache que si on transgresse un certain nombre de choses, on est tué. Alors Rousseau a réfléchi finalement, et je dirais, en première analyse, qu'il a radicalisé dans le contrat social ce que Montesquieu avait exposé dans l'Esprit des lois, à savoir que la crainte était le principe du despotisme et la vertu le principe de la démocratie. C'est une sorte de, je dis ça comme ça, Rousseau, c'est une sorte de Montesquieu radicalisé. Quand j'étais à Bordeaux, j'ai fait l'éloge de Montesquieu. Et au fond, Rousseau pense, le premier Rousseau en tout cas, pense carrément que la science dissout la religion et que par là même la science est immorale et qu'elle est incompatible avec la vertu démocratique. Et l'exemple qu'il prend, c'est ce qui fait que Rousseau est partisan de Sparte contre Athènes. C'est ce qui fait que, alors ça je ne m'en souvenais pas, c'est en lisant l'article de Strauss que ça m'est revenu, c'est ce qui fait qu'à un moment Rousseau félicite Omar II d'avoir brûlé de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, je veux dire, ça réjouirait Bernard-Henri Lévy qui dirait, vous voyez bien à quoi conduisent les passions populaires. Et même, on a l'habitude de dire qu'est-ce qui a fait sortir le monde de la stupide scolastique, de la stagnation scolastique. À qui devons-nous la Renaissance? C'est pas en Alsace que j'aurais à vous l'apprendre. D'habitude, on en donne le crédit à la Réforme. Grâce à Luther, enfin Luther vint et nous sortîmes de l'abêtissement scolastique. Eh bien, pour Rousseau, ça n'est pas à la Réforme qu'on doit essentiellement ça, c'est à la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453, c'est là qu'a commencé vraiment la destruction de la scolastique, et il dit, nous devons cette libération, je m'excuse, c'est dans Rousseau, aux stupides musulmans. Bon. Là, il y a vraiment à faire pour comprendre ce tour-là, ce tour d'esprit. Alors je passe sur cet article de Strauss que j'ai lu là dans le train en venant, j'étais vraiment fasciné, stimulé, émoustillé. Alors finalement, qu'est-ce que nous avons à faire, même selon Montesquieu, selon Rousseau, avec leurs différences, quand on sait quelque chose, quand on est tout de même une partie de l'élite, il faut le dire ainsi, eh bien on doit éclairer le peuple sur ses devoirs. Éclairer le peuple sur ses devoirs, pour moi, je donne mon avis, c'est simplifier la question de cette élection présidentielle et des élections législatives. Je considère que Marine Le Pen, en tant qu'héritière d'un grand courant auguste de la pensée française, qui n'est pas l'extrême droite, je n'aime pas non plus ce terme, qui commence avec le courant contre-révolutionnaire, qui commence avec un homme extraordinaire qui était Joseph de Maistre, un des plus grands stylistes français. Marine Le Pen, pour moi, c'est mon postulat politique, c'est le mal absolu. Et donc, ça justifie, en face de Marine Le Pen, la constitution d'un front uni républicain, comme ça existait par le passé, c'est comme ça existait dans les années 30, quand il y avait un comité de vigilance des intellectuels antifascistes, et par rapport auquel toutes les différences sont secondaires. Et en plus, c'est amusant, les autres candidats que Marine Le Pen, ceux qui ont une chance, leur nom se termine par « on », comme si le Seigneur avait voulu nous dire c'est n'importe qui, Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon. Vous faites ce que vous voulez, mais je considère que
Évidemment, il faut étudier les programmes, comme disait monsieur le professeur, mais je considère qu'il y a eu une extraordinaire opération de masquage, d'adaptation, de relooking. Il doit y avoir des mots américains pour dire ça, de making over, enfin, de changement de look et tout ça, le programme avec, tout ça en fait n'a pas d'importance si on dit c'est le mal absolu. Alors on va me dire comment un rationaliste comme vous pose un postulat sans le démontrer. D'abord, dans tout raisonnement, au départ, il y a des postulats, sans ça on ne peut pas raisonner. Mais celui-là, je peux le raisonner, parce que quel est le grand principe évangélique qui d'ailleurs avait recueilli l'hostilité de Freud et l'hostilité de Lacan encore plus. Mais enfin, pour ce soir, nous dirons que nous le soutiendrons, ce principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fond, c'est la base de la morale évangélique. Bien, moi, je dis qu'on peut déceler la base de la morale du Front National. Et que c'est quelque chose comme, j'ai essayé un peu à Bordeaux, mais là, je crois que c'est la meilleure formule, tu haïras ton prochain s'il n'est pas ton semblable. C'est-à-dire, au fond, le principe évangélique, c'est ton prochain devient toi-même à condition que tu l'aimes comme toi-même. Ton prochain n'est pas naturellement ton semblable, mais il devient ton semblable à partir si tu l'aimes comme toi-même. Donc, du point de vue évangélique, l'amour est le principe de l'identité, de la sympathie avec l'autre. Tandis que du côté Le Pen, il faut que l'autre soit mon semblable pour que je l'aime. Il faut que l'autre ait mes mœurs, il faut qu'il ait ma couleur de peau, il faut qu'il ait ma croyance pour que je l'aime. C'est-à-dire, de ce côté-là, l'amour est subordonné à l'identité. Le principe évangélique, au contraire, l'identité est fondée sur l'amour. Et je dis, voilà ce qui peut justifier qu'on dise c'est le mal absolu. Bon. Donc je découvre que je crois au diable. Autant que je sache, je ne crois pas au bon Dieu, encore que le docteur Lacan disait « Je vous défie de démontrer que vous ne croyez pas au bon Dieu », il disait ça à son public. Je ne crois pas au bon Dieu, mais je crois à Dieu, comme tout le monde, c'est-à-dire au sujet supposé savoir et comme effet d'interprétation. Bon, pas un Dieu substantiel, mais un Dieu effet d'interprétation. Et le diable, c'est autre chose. Le diable, ça concerne une faille qui est ouverte dans l'être humain et qu'on peut comprendre, par exemple, à partir, d'une façon simple, à partir du stade du miroir de Lacan, à savoir que l'autre que je le vois avec sympathie parce que c'est moi-même, mais qu'il suffit d'un rien pour que cet autre devienne mon maître, parce qu'il est plus avancé que moi dans le miroir que je ne suis en réalité, et donc j'oscille continuellement entre la sympathie et l'agressivité. Et ça, c'est la faille par où s'introduit le diable dans l'être humain. Bon. Alors, nous avons 4 ronds. Au premier tour, évidemment, nous sommes contre Marine Le Pen, comme ça a été signalé. Mais, monsieur, au second tour, nous serons pour. Nous serons pour l'adversaire de Marine Le Pen. Et moi, je dis tranquillement, je serai pour l'adversaire de Marine Le Pen, quel que soit le 4e, enfin l'un des 4 qui sera présent. Ça me sera complètement indifférent que ce soit Mélenchon, Fillon, etc. Ce sont des véhicules de mon vote. Donc, le problème pratique, c'est, parmi les 4 qui sont au premier tour, déceler celui qui sera le 1 restant au deuxième tour. On a vu des problèmes semblables, je l'ai rappelé à Bordeaux, par exemple, quand c'est célèbre, Jeanne d'Arc arrive, on pense que c'est un escroc, alors le dauphin de France se dissimule parmi les autres, un autre fait le dauphin de France, et elle pointe du doigt le dauphin de France en disant c'est celui-ci. Bon, moi j'aimerais pouvoir faire ça, voir Mélenchon, Fillon, etc., et dire c'est celui-ci qui sera au second tour.
c'est difficile, ils sont tous très proches les uns des autres. Il y a le Hamon qui a l'air d'être décroché. Il y a Mélenchon qui gagne sur Fillon. Mon frère est ravi. Mais Fillon résiste. Et Macron est encore un peu en tête, mais on pourrait décrire ça comme une course à Longchamp, mais l'autre gagne. Bon. Donc, je ne m'engage pas. Je les trouve tous bien ou tous mal, ça n'a aucune importance. Au fond, je suis disposé tout à fait donc, à voter par calcul, mais c'est très... je me déciderai peut-être seulement pour le premier tour le matin du vote, ou peut-être même encore plus tard, parce qu'il paraît qu'on a des renseignements encore plus précis par la tribune de Genève, si on prend par Internet à partir de 6h du soir. Donc là, bon. Alors, cela dit, je termine par là. À mon avis, j'aimerais bien qu'il y ait un temps de discussion pour ça, mais je ne sais pas si nous l'aurons. J'ai le sentiment que la politique est une chose trop importante pour être laissée à nos politiciens. J'ai fait confiance, plus ou moins. J'ai été gauchiste dans ma jeunesse. J'ai pris des risques que je voulais prendre. J'ai fait... je me suis trompé. Bon, j'ai cru pendant un temps possible une révolution qui n'était pas possible. Je m'en suis aperçu assez vite après à mai 68. Au bout d'un an, d'ailleurs, avec un ami à moi, nous avons fait un rapport à nos amis de la gauche prolétarienne à l'époque. C'était un rapport pour dire nous avions... Je connaissais très bien à ce moment-là, j'étais maître assistant de philosophie à Besançon, je connaissais bien le Jura, je connaissais bien le Doubs, les paysans, les jeunes, tout ça, j'avais écumé la région pendant 2 ans, et j'en avais conclu qu'il n'y avait pas de révolution possible. Donc j'avais fait un rapport dans ce sens avec un camarade qui lui s'était établi en usine, et nos camarades, il y avait eu une réunion clandestine, etc. Et nous avons été traités de défaitistes. Et au fond, j'ai mieux aimé mes camarades que je n'ai aimé le bon bout de la raison. C'est peut-être la seule fois que ça m'est arrivé, mais parce que je sais très bien pourquoi c'est arrivé, c'est parce que je ne croyais pas mai 68 possible. Ça a donc été, je me souviens avoir dit avec Jean-Claude Milner, mon camarade à l'école normale, en sortant d'une conférence de François Bloch-Léné, qui était un haut fonctionnaire, nous avons convenu tous les deux que, comme on disait à l'époque, le néo-capitalisme a réussi son coup. Bon. Et puis arrive mai 68, je me dis, je me suis trompé complètement. Et donc, alors que j'avais toujours très confiance dans ma puissance de raisonnement, si je puis dire, là, c'était vraiment la castration du raisonnement. Et donc, quand mes camarades m'ont dit défaitiste, c'est pas comme ça, on va réveiller la combativité, l'attente des masses, il faut que nous donnions l'exemple. C'était juste avant que la gauche prolétarienne se lance dans des aventures pas sanglantes, mais enfin violentes. Bon, j'ai dit ça doit être ça. En tout cas, je suis resté donc membre de cette organisation. Et après, quand elle s'est lamentée, je l'ai quittée parce que j'ai refusé de faire mon autocritique à un moment donné, elle s'est dissoute très mal, très vilainement. C'est Béni Lévy qui l'a fait, qui est venu après dans cette ville se récupérer sur le judaïsme, dans cette même ville de Strasbourg. Bon, moi j'ai considéré que j'avais assez fait de conneries comme ça et que j'étais sans doute pas doué pour ce domaine et qu'il valait mieux que je me consacre à la psychanalyse. C'est ce que la putain de Venise dit à Jean-Jacques Rousseau, laisse les femmes et occupe-toi des mathématiques. Bon, enfin moi c'était pas laisse les femmes, mais c'était laisse la politique et occupe-toi de la psychanalyse. Et donc j'ai fait ça très méthodiquement, mais maintenant, avec cette affaire-là, j'ai l'impression que cette politique est aux mains de gens pas sérieux du tout, enfin pas assez sérieux, et qu'ils ont sans doute besoin de nous pour leur rappeler, en tout cas c'est ce qui a été dit à Bordeaux, certains, qu'il n'y avait que nous finalement, ce que nous avions animé, qui disions qu'un front uni était indispensable.
et qu'il y avait un point dans la politique où on devait pouvoir s'opposer à ce néofascisme d'une façon franche et sans simplement se tirer dans les pattes entre républicains. Alors ça, je crois que ce front il n'a pas vocation à se dissoudre après l'élection présidentielle et après les élections législatives, et qu'il faudra maintenir quelque chose, je ne sais pas, sous forme de club, sous une forme flexible, mais qui permette à nous qui sommes ici autour de cette table, qui sommes dans ce programme, qui nous permettent de nous retrouver périodiquement pour évaluer où on en est de cette affaire cette affaire qui nous réunit, et que nous devrions continuer d'avoir certaines réunions d'information, d'échanges d'expériences et d'échanges d'analyses. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long.